Bon, je pense que tout le monde est là. Nous commençons à 35, donc nous finirons à 35. Voilà. Alors, comme il a été dit en introduction, après cette présentation problématique et réflexive, nous allons aller sur le terrain. Avec 3 terrains différents, c'est bien tout l'intérêt de cette table ronde, qui va être une vraie table ronde, parce qu'on ne va pas parler chacun son tour, mais il va y avoir un entrelacement des propos, suivant 3 parties qu'on a déterminées, on verra si on les tient. D'abord une présentation pour qu'on connaisse un petit peu les contextes de chacun, les 3 contextes. Ensuite, comment se fait-il que vous êtes attractif? Et pour finir, voilà, où est-ce que vous pensez aller? Quels sont vos projets? Voilà, pour les temps qui viennent. Et nous allons prendre dans l'ordre du programme. On va commencer donc avec Géraldine Lefebvre, directrice de la lecture publique de la communauté de communes du Vexin normand, et Franck Capron, vice-président de cette même communauté de communes à la lecture publique, à la culture et aux médias. À vous. Et il y aura des images pour chacune des trois situations. On n'a pas capsule. Je prends la parole, c'est ça? Oui. Même si on n'a pas l'image qui correspond. Entre vous deux, vous tapez. Est-ce que oui, ça marche directement. Le temps que peut-être vous trouviez la vidéo, je vous dirai quand la lancer peut-être. Donc, je suis Géraldine Lefebvre, je suis directrice de la lecture publique à la communauté de communes du Vexin normand. C'est une collectivité qui a été créée en 2017 avec la fusion de la communauté de communes du canton des Trépanies, où nous avions, donc j'étais directrice de la petite médiathèque à cette époque des Trépanies, et la communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière qui n'avait pas la compétence lecture publique, mais donc dans cette communauté de communes, il y a la ville de Gisors, et dans la ville de Gisors, il y avait une bibliothèque, il y a toujours une bibliothèque. Voilà. Donc les deux équipements, ça c'est pas les Trépanies. Les deux équipements de lecture publique sont donc maintenant gérés par la communauté de communes depuis 2017. En fin d'année 2017, nous avons signé un contrat territoire lecture dont l'objectif principal était de fusionner, de travailler en réseau les deux équipements. Et en février 2018, en fait, tous les projets se sont un peu mêlés. Février 2018 s'ouvrait à Étrépagny la Ludo-médiathèque. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait montrer le petit film. Donc, ça dure très peu de temps, peut-être revenir au début. Voilà. Donc, ça c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, moi j'ai pas vu, mais voilà. Images valent mieux qu'un long discours. Effectivement, on est donc installé dans un ancien couvent qui a été complètement réhabilité. On a donc une ludothèque médiathèque au premier étage, à l'étage un peu noble du bâtiment, puisque c'était l'étage du cloître, le rez-de-cloître, on l'appelle. En rez-de-jardin, il y a un équipement, un point d'accueil d'accès au droit et France Service. Au-dessus de la médiathèque, une maison de santé, et au dernier étage, les bureaux administratifs de la communauté de communes, une partie, puisque du coup il y a une fusion, il y a encore une partie, il y a une partie des bureaux aussi à Gisors. Voilà, je ne sais pas ce que je vais passer. Ah si, peut-être quelque chose d'essentiel. Un beau lieu, un beau projet, mais on en parlera dans les facteurs de réussite. Nous avons obtenu en octobre 2019 le Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques. Voilà, une surprise et une grande fierté qu'on utilise encore aujourd'hui. Beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Capron pour peut-être
l'investissement politique, ça ne s'est pas fait tout seul, cette médiathèque et cette réussite. Donc voilà, Merci Géraldine. Donc la communauté de communes du Vexin normand a une forte volonté politique de soutenir la lecture publique. Et dans la continuité, l'équipe de la communauté précédente était très active sur le développement de la lecture publique. C'est toujours le cas avec son nouveau président et son nouveau vice-président, ça c'est important. Donc par la gratuité de l'accès aux équipements communautaires, en développant l'attractivité du territoire, donc dans une plaquette notamment à destination des médecins, on met en valeur les équipements communautaires de lecture publique. On accompagne les bibliothèques municipales dans leurs projets, soit de développement, soit pour les communes qui ont déjà une petite bibliothèque municipale ou celles qui n'en ont pas, en essayant d'installer des points lecture et en essayant de les intégrer au réseau de lecture publique, notamment via une navette, puisqu'on peut, via cette navette, emprunter des ouvrages dans n'importe quel point de la communauté de communes et les rendre à n'importe quel point. C'est un système qui fonctionne très très bien et qui favorise vraiment le développement de la lecture. En maintenant une chose essentielle aujourd'hui, les budgets, puisque comme vous savez, les collectivités sont contraintes aujourd'hui. Donc non seulement on les maintient et on les développe légèrement, notamment en favorisant les animations hors les murs et en réalisant des petites médiations culturelles sur notre territoire. Et puis nous avons un engagement très fort de formation de nos équipes, notamment l'éducation aux médias qui est très importante aujourd'hui. Donc voilà essentiellement ce que je pourrais dire sur notre accompagnement politique sur les médiathèques du territoire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant quitter un instant la Normandie pour Ormesson. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Alors, je suis Céline Hommage, la directrice de la médiathèque Jean d'Ormesson. Donc je suis un peu l'intrus de la journée en fait, parce que je viens d'Île-de-France. Et j'ai travaillé avec Marie Calmet, dans ce territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, et je la remercie de m'avoir invitée. La médiathèque Jean d'Ormesson a été inaugurée en avril 2007. Elle a profité d'un cofinancement ambitieux dans le cadre du programme Ruche à l'époque. Et elle a été transférée à la collectivité GPSEA, donc Grand Paris Sud-Est Avenir, en juillet 2017, qui est une structure intercommunale. Et nous sommes situés dans le Val-de-Marne. Alors, je vais vous montrer la situation. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est donc le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, avec le territoire 11, donc en noir au sud-est de Paris. Donc un territoire assez diversifié, assez grand, qui contient donc 16 communes et 19 lieux de lecture publique, 11 médiathèques, 3 médias ludo, 5 bibliothèques et 5 arrêts de médiathèques mobiles. Donc la médiathèque Jean d'Ormesson a bénéficié d'un programme Ruche, donc comme je l'ai dit au départ. Donc c'est un programme qui en fait désignait des médiathèques plutôt en milieu rural ou périurbain. Tout à l'heure, Monsieur Lequéo a parlé en fait du périurbain, et donc nous on est en plein dedans. Donc les caractéristiques communes en fait de ces bâtiments qui ont pu bénéficier de ce programme sont les suivants: donc une qualité architecturale, une offre de services élargie et une mise en œuvre de nombreux partenariats institutionnels. Alors la particularité de cette médiathèque, c'est une place réservée, une grande place réservée aux espaces d'animation et d'accueil, et les bureaux internes. Et la réserve n'occupe que 12% de la surface totale. Nous avions eu une subvention à 70%. Alors, je vous montre. Voilà, donc la médiathèque. Voilà, nous avons fermé en fait l'année dernière pendant 6 mois. On a eu une réhabilitation avec une installation de la climatisation que nous n'avions pas, et la façade qui a été réhabilitée. Voilà, donc là c'est le rez-de-chaussée avec l'espace jeunesse.
C'était une journée professionnelle avec des bibliothécaires jeunesse, c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde là. Donc l'espace du conte au rez-de-chaussée également. La salle d'animation avec des accueils de classe bien sûr et puis des ateliers. Là à droite c'est un atelier avec Pierre Estève, l'artiste contemporain. À l'étage l'espace imprimé adulte et puis l'espace de travail. On a une salle de coworking et la salle donc d'études. Donc voilà. Alors la médiathèque est située au sein d'une ville pavillonnaire, donc assez verte, en zone périurbaine. La population est plutôt issue de catégories socioprofessionnelles aisées. Néanmoins, celle-ci se transforme avec la construction de logements sociaux et on voit l'émergence de nouveaux écoquartiers comme les Cantous dans le nord ou les Châtelets dans le sud. Alors vous voyez sur la carte, Ormesson, c'est la loupe. Et on est donc à proximité des villes comme Champigny, Saint-Maur, Chenevières, Sucy-en-Brie, c'est pour vous situer un petit peu. Voilà. Et dans le sud du territoire, on est vraiment sur un territoire rural avec le plateau Briard. Et vous voyez en haut à gauche, on est sur des grandes villes comme Créteil, Alfortville, donc c'est très très diversifié. Et la médiathèque donc, fait partie d'un réseau de lecture publique avec donc 900 000 documents, en tout 16 villes et 19 lieux de lecture publique. Nous formons avec le centre culturel à proximité un pôle culturel en fait, qui facilite les partenariats et les projets. Malgré des tutelles différentes, puisque nous avons une tutelle Grand Paris Sud-Est Avenir, et le centre culturel une tutelle ville, nous réussissons à créer des liens et des partenariats autour d'une gouvernance partagée qui lie la médiathèque, le GPSEA et la ville. Alors, voilà, et je terminerai ma présentation avec les chiffres clés de la médiathèque. Donc on est sur 1245 mètres carrés pour une population de 10 000 habitants. Donc on a une belle structure. On est ouvert 29 heures hebdo, on va ouvrir 30 heures à la rentrée. Et on est une équipe qui s'étoffe courant 2022. On était un peu en sous-effectif là. On gagne en ressources humaines avec 8 agents, une directrice, un parcours emploi compétences, un vacataire. Et on a à peu près un peu plus de 2000 inscrits, 2227, donc ça fait à peu près 21% de la population. On a 74 000 prêts en moyenne et 61 000 documents avec des ressources numériques, donc réseau, livres numériques, donc auto-formation, VOD et des revues numériques. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons en revenir en Seine-Maritime avec Geneviève Vedel et Chantal Cumont. On vous écoute. Et alors, là, il y a une capsule. Oui, il y a une petite vidéo. C'est celle qu'on a vue au tout départ, qui ne correspondait pas du tout. Voilà. Donc, voici donc la bibliothèque de la Feuilly qui a ouvert ses portes en février 2022. C'est un ancien cabinet médical qui a été rénové, réhabilité. C'est une surface de un peu plus de 100 mètres carrés. Et donc voilà, donc là on voit vraiment l'espace, j'ai envie de dire central, avec ce lieu, ce petit salon qui est disposé juste devant les baies vitrées, qui donne sur une terrasse. Là c'est l'espace de travail où certaines personnes viennent s'installer pour faire du télétravail avec leur ordinateur. Et donc là, c'est une vue extérieure de la bibliothèque avec cette fameuse terrasse que j'espère aménager cet été. Donc, et l'enseigne qui a été rajoutée début avril. Un peu plus haut. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, actuellement, on est à 260 adhésions. Un peu plus de 210 adhérents actifs. C'est un équipement qui a été très attendu de la part de la population, qu'elle soit feuilloise ou alentour. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est un projet qui dure depuis une dizaine d'années. Oui, c'est un projet qui dure quand même depuis quelques années.
C'est l'aboutissement. Donc voilà. Et en fait, l'achat du cabinet médical par la mairie a été comment dire, la petite étincelle qui a fait qu'on pourrait faire une bibliothèque dans ces locaux. Madame Thumont, vous voulez compléter Combien d'habitants à La Feuillie? 1310 à peu près habitants. Donc c'est une commune qui est rurale, située dans le pays de Bray, sur l'axe Rouen-Beauvais, mais qui est actuellement en train de se développer de par ses structures. Il y a une structure commerciale qui va s'implanter, une zone artisanale aussi qui est en train de s'agrandir. Donc c'est vraiment une commune avec son collège, ses écoles, son EHPAD. Voilà, donc je pense que la bibliothèque répondait déjà à une demande et complète aussi le paysage des services de la commune. Voilà. Eh bien, puisque nous, dans une deuxième partie, nous demandons comment êtes-vous attractif, on va rester à La Feuillie peut-être, hein, on ne va pas faire le même ordre Oui, dans le même sens. Donc alors, à vous, c'est toujours à vous la parole. Alors, l'attraction de la bibliothèque, quand on a commencé à regarder un peu la configuration des locaux, on a tout cassé en fait. C'était un espace qui était avec beaucoup de petites pièces parce que, bon, comme je l'ai dit, c'était un cabinet médical. Et donc, c'est devenu une bibliothèque très lumineuse. Et en plus, on a rajouté du mobilier un peu moderne. On a essayé. Ça serait bien de rajouter les images de la bibliothèque, s'il vous plaît. Donc, on a essayé d'ajouter du mobilier moderne. Ce n'est pas parce qu'on est dans le milieu rural qu'il faut du mobilier classique. Donc, on a essayé de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a rajouté des sièges en forme de bowl. Ça s'appelle des bowls, donc c'est fait pour s'asseoir. Voilà. Donc, il y a des fat boys. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a des postes de consultation pour Internet. Donc, voilà, c'est de par ce mobilier, déjà, on a essayé de rendre attractif. L'emplacement de la bibliothèque aussi, il ne faut pas l'oublier, elle est située dans le centre de la commune, avec un accès, avec des parkings. Voilà, et en plus, on a rendu encore plus attractif avec l'enseigne, où maintenant on sait qu'il y a une bibliothèque à La Feuillie. Alors, avant, il y avait une bibliothèque avant? Non. Non, donc c'est vraiment une création. C'est la création de rien. C'est une création d'équipement, voilà. Tout à fait. Et donc, comment c'est passé? Donc, les gens sont venus alors qu'ils allaient ailleurs ou ils allaient nulle part? Alors, la population, il y a beaucoup de Feuillois qui vont ou qui allaient à la bibliothèque de Gournay-en-Bray, qui est située à une vingtaine de kilomètres. Et maintenant, ils s'arrêtent à La Feuillie parce que l'équipement répond à leurs besoins, à leurs demandes. Au-delà des kilomètres, ça représente quel temps de trajet? Alors, entre 15 et 20 minutes à peu près de trajet, donc, alors que là, ils ont vraiment une bibliothèque à leur porte. Et est-ce qu'il y a d'autres services et commerces à La Feuillie? Oui, il y a la boulangerie, il y a le bureau de tabac, il y a l'épicerie, cabinet médical, kiné, pharmacie. Je disais tout à l'heure, un Intermarché va s'implanter, un City-Stade est en train de se faire, voilà. Et donc, il y a des gens qui viennent d'autres communes? Vous aviez oui, fait une petite allusion là. Oui, les communes périphéries viennent sur La Feuillie parce qu'il n'y a pas d'autres structures aux alentours. Forges-les-Eaux a une petite structure de bibliothèque, mais c'est vraiment très petit. Je crois qu'en ce moment, ils sont en étude de création de médiathèque. Très bien, oui, c'est sous-dimensionné complètement. Oui, complètement. Ouais, complètement. Bien, vous voyez d'autres choses à voir, à ajouter Non, c'est bon, je pense qu'on a fait. Donc, c'est un projet qui vient de loin, donc il n'a pas forcément été approuvé par la population au départ, ou ça a été difficile à obtenir ou... Ça a été difficile à obtenir. Ça a été difficile à obtenir. Parce que là où ça n'existe pas, on dit c'est une dépense nouvelle. Moi, j'ai connu ça j'habite une commune de 17 000 habitants où il y a quelques années, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc, je sais ce que ça représente, avec
une réticence, on n'y croit pas, ou c'est plus moderne, maintenant tout est sur Internet, et donc il n'y a plus besoin de bibliothèque, enfin il y a tout ça. Et donc on a la preuve par la fréquentation. Oui, voilà. Là, tout à fait. Moi, j'ai rapporté les chiffres à Monsieur le maire et il est très content on est à 13% de la population de la Feuilly, à peu près. Vous venez d'ouvrir. Voilà, on vient d'ouvrir. Maintenant, c'est notre objectif de maintenir ce public de par les animations, de par les collections. Donc, voilà. Bien, alors on va peut-être on continue avec Ormesson. On va reprendre est-ce qu'il faut reprendre le diaporama? Oui, merci. Allez, on vous fait faire de la gymnastique là. Désolé, messieurs. Technique. Alors, la pandémie des 2 dernières années, la fermeture de notre médiathèque pour travaux pendant 6 mois, nous a incité à travailler sur le mieux accueillir, mieux ouvrir, sur les leviers d'attractivité, donc justement, structurer nos offres de services, tester, expérimenter, s'adapter, comme nous en avons parlé tout à l'heure, comment faire revenir le public après ces interruptions de services répétés, comment leur montrer à nouveau le chemin de notre médiathèque, c'était notre défi. Alors, un des facteurs qui a renforcé l'attractivité de notre médiathèque en 2017, lors du transfert au Grand Paris Sud-Est Avenir, c'est la gratuité. Ce que nous n'avions pas auparavant, puisque nous avions des abonnements payants, 25 € à peu près pour les documents numériques, 5 € à peu près pour les imprimer. Donc c'est vrai que la gratuité a vraiment été un facteur d'attractivité assez important, avec une augmentation de la fréquentation et du prêt. Et une plus grande lisibilité pour le public, puisque abonnement unique, donc avec une barrière qui s'était levée pour le coup. Et c'est vrai que dans nos villes, nos villages, un des endroits en fait les plus attractifs quelque part, il faut le dire, les plus accessibles, c'est nos bibliothèques, nos médiathèques. On rentre sans distinction, gratuitement, on peut se poser, on peut lire, on nous demande rien. Donc c'est déjà là un facteur d'attractivité. Et c'est un lieu qui crée du lien. Donc je remets la slide de la force du réseau en rayonnement au-delà des limites de la ville. Alors en effet, là j'en ai parlé, la gratuité. Alors là on passe au 30 mai, en fait, on va avoir un SIGB commun. Système informatique pardon. De gestion des bibliothèques. Oui, et on va avoir Nanook à partir du 30 mai sur toutes les médiathèques du réseau, les ludothèques et la médiathèque mobile, qui va nous permettre de lancer la carte unique et la circulation des documents. Alors, la carte unique va arriver à la rentrée et la circulation des documents, nous allons la mettre en place, en tout cas pour Ormesson, en 2023. Donc, avec une possibilité donc, pour nos usagers d'accéder à un fonds de 900 000 documents. Alors, ça change des 60 000 de la médiathèque Jean d'Ormesson, ce qui aussi également, peut aussi apparaître comme un facteur d'attractivité pour nos usagers. Alors, la circulation des documents va être possible, est déjà possible entre 3 médiathèques du réseau et sera alors généralisée sur l'ensemble grâce à la technologie RFID qui sera alors étendue sur l'ensemble des sites. Alors Ormesson, depuis 2007, on a la RFID. C'était assez novateur, innovant à l'époque. Maintenant, ça se généralise. Et donc l'usager va en effet profiter de l'ensemble des imprimés, des ressources, des 900 000 documents, et les ressources numériques qui vont être beaucoup plus valorisées sur un portail commun, avec donc les livres numériques, les revues, la VOD, et la plateforme d'auto-formation. Et donc cette étendue du fonds documentaire reste quand même un grand facteur d'attractivité pour l'usager, même si la tendance parfois dans nos médiathèques est de diminuer en nombre nos collections. C'est vrai qu'on va avoir quand même ce facteur d'étendue des collections qui sera intéressant.
Alors, je souhaitais parler aujourd'hui d'un outil de politique publique au service du développement de la lecture publique. C'est notre contrat territoire lecture. Alors, nous avons établi un diagnostic en 2019. C'était un diagnostic territorial qui a montré que notre réseau était très hétérogène, était assez jeune et en construction. Il y avait aussi une structuration de l'offre qui était à améliorer et à harmoniser entre tous nos ERP, des services à conforter également, à développer ou parfois même à réinterroger. Comme par exemple nos efforts pour donc participer à la lutte contre l'illettrisme ou l'électronisme. Et des problématiques communes à l'ensemble des structures, comme par exemple des coopérations et des partenariats à formaliser, une programmation à mieux articuler aux démarches publiques et aux enjeux sociétaux, et puis des typologies de publics qui nécessitent une attention particulière, vous le savez, les adolescents, les seniors, des populations aussi en situation d'exclusion sociale ou économique, et les personnes en situation de handicap. Et puis un focus aussi important sur la contribution des habitants à la vie des équipements. De ce diagnostic territorial est né un accord cadre en faveur de la culture qui court de 2020 à 2023 et est né donc le contrat territoire lecture avec des objectifs stratégiques qui sont améliorer le maillage territorial et favoriser l'accès à tous au niveau de lecture, au réseau de lecture publique, développer les nouvelles pratiques et les usages innovants, et structurer et amplifier les activités en direction des populations éloignées. Donc de ces objectifs stratégiques est né un plan d'action à utiliser, que l'on peut en fait s'emparer, dont on peut s'emparer dans chacune de nos médiathèques ou ludothèques. C'est l'implication des habitants, la digitalisation de l'offre et bien sûr la médiation auprès des populations éloignées. Donc ce contrat territoire lecture, qui est là, que je présente d'une manière un peu théorique, il permet quand même d'avoir un cadre de coopération et surtout ça nous permet de dialoguer d'une manière vraiment de donner du sens en fait à nos partenariats. Donc quand on rencontre des nouveaux partenaires, on met en avant ce contrat territoire lecture et ça permet d'engager le dialogue avec les partenaires. Et c'est un outil en phase avec l'évolution de nos bibliothèques. Il repose sur l'idée que les bibliothèques sont bien ancrées sur un territoire donné. Et on essaie tous les jours de répondre aux attentes des habitants du territoire et de travailler en partenariat avec d'autres structures. Et bien sûr, il accompagne en priorité les territoires et les publics les plus fragiles. C'est donc un outil qui aide la bibliothèque et le réseau à être beaucoup plus attractifs. L'action culturelle est également un levier important qui crée de l'attractivité en proposant des spectacles de contes, des ateliers, des animations. Elle permet de valoriser les différentes missions d'une médiathèque qui n'est plus cantonnée justement auprès de documents. Voilà, donc je vous présente très rapidement l'offre de services éclectiques de la médiathèque Jean d'Ormesson. Donc on a des temps forts. On a un festival de polar, de livres policiers au mois de novembre. Donc ça sera la seconde édition cette année, Noir sur Ormesson. Un mois de la petite enfance au mois de mai. Les nuits de la lecture qu'on organise au mois de janvier. Partir en livre donc, dans les jardins et les parcs du Val-de-Marne l'été. Et nous essayons d'aller au-devant des publics en développant des actions hors les murs. Alors, les actions hors les murs, on les avait pas forcément mises en pratique avant le premier confinement. Et là, on les a vraiment développées en mettant en place du portage à domicile et en étant beaucoup plus sur le terrain. Peut-être que c'est un peu trop long. Je pense qu'il faut qu'on Oui. Je vais passer la parole. À ce stade, donc, merci beaucoup. Alors, le CTL qui était en contrat avec la DRAC, bien sûr, avec un financement de l'État dans ses services déconcentrés. Alors, on va revenir en Normandie, dans le Vexin normand, dans l'Eure, et vous allez nous dire comment vous avez fait pour attirer les gens à la médiathèque, mais au-delà, est-ce que ça provoque une attraction sur la ville des Trépigny et puis plus largement
puisque vous avez parlé du soutien aux bibliothèques municipales des villages. Alors, la ludomédiathèque, facteur de réussite, oui, les 2 premières années, ça a bien marché. Donc, Étrépagny, c'est 3600 habitants, 3500-3600 habitants. On n'est pas aveugle. On sait bien qu'on a des moyens qui ne sont pas ceux d'une bibliothèque municipale pour une population de 3500 habitants. La médiathèque d'Étrépagny, à l'origine de son projet, était déjà communautaire. Donc les moyens proposés et inscrits en termes de ressources humaines, de budget, de superficie de la médiathèque n'étaient pas à la hauteur de la communauté de communes, même du canton d'Étrépagny qui faisait 10 000 habitants. Mais on parlait tout à l'heure d'élargissement des frontières un peu de bassin de vie. On a une médiathèque qui est proportionnée au bassin de vie autour d'Étrépagny. Alors, vous m'en voudrez pas, je pense, d'oublier 2020-2021 en termes de statistiques. Ah oui. Je pense qu'on est tous pareils, enfin, j'espère, sinon ça m'inquiète. Fin 2019, on était à 2500 inscrits à la ludomédiathèque. Voilà. Un peu plus, d'ailleurs, qu'à la bibliothèque de Gisors, qui dessert là un bassin de vie autour de 15 000 habitants. Donc on peut dire que la bibliothèque a-t-il réussi, 25 000 usagers dans l'année, presque 50 000 prêts. Voilà, on a eu une année 2019, en tout cas, enfin 2018 et encore plus 2019, bien remplie. Le plus gros statistique jamais atteint, c'était février 2020. Qu'est-ce que je raconte ? Non, oui, c'est ça. Février 2020 et le plus petit, mars 2020. Voilà. Les facteurs d'attractivité, on a parlé tout à l'heure un petit peu déjà marketing, visibilité. On a un très beau lieu, on a une équipe très sûre de ses compétences et de son pouvoir d'attractivité. Si on est allé chercher le Grand Prix Livre Hebdo, c'est parce qu'on a eu un mouvement de « allez, soyons fous, on y croit, on va y aller ». On a eu raison. Clairement, mon équipe, elle ne combattait pas pour un autre prix. Hein. On allait chercher le Graal. Hein. Voilà. Mais on ne se limite pas à ça, c'est-à-dire que pour être attractif, on s'est toujours dit que pour qu'il y ait des gens qui viennent, il faut aller les chercher. Et pour faire venir des gens, on va vraiment les chercher. Et quand je vous dis qu'on va les chercher, alors après, c'est le cercle vertueux qui s'enclenche. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être partout, on fait tout, on répond à toutes les invitations, toutes les sollicitations. Et du coup, on est invité partout. Et voilà. Et en fait, c'est quand même, ça réussit. C'est ça, c'est un des facteurs de la réussite. Et quand je vous dis qu'on va partout, c'est qu'on fait là prochainement le comice agricole, les forums des associations, même si on n'est pas une association. À Noël, alors ça a été annulé par la crise sanitaire, mais on était invité à animer le Noël des enfants d'une commune pour le compte de la commune. Hein. Voilà. Une autre commune qu'Étrépagny, donc. Hein. Une autre commune d'Étrépagny. Alors une commune du territoire, mais par le comité des fêtes de la commune qui cherchait à renouveler sa proposition d'animation pour le Noël des enfants, qui avait été un peu déçu du spectacle du balloonneur de l'année d'avant, et qui s'est dit, j'ai vu ce que vous aviez fait lors de Partir en livre, moi, si vous me faites ça au Noël des enfants, je trouve ça génial. Alors, on peut des fois avoir souvent, hein, le comice agricole ou le Noël des enfants, on se dit, c'est quoi notre place là-bas ? Eh ben, notre place là-bas, c'est qu'on ne va pas faire des sculptures en ballon, hein, c'est clair. On fait ce qu'on sait faire. On anime, alors c'est une ludothèque, on anime soit du jeu et on raconte des histoires. On fait les spectacles d'heures du conte qu'on peut faire dans la bibliothèque par ailleurs. On les délocalise, on les fait ailleurs. Le comice agricole, on ne va pas... donner à manger aux poules. Hein. Voilà, on va faire ce qu'on sait faire, on va présenter notre établissement et les compétences de l'équipe selon les agents qui seront là. Si c'est du numérique, c'est du numérique, si c'est du jeu, c'est du jeu, si c'est autour de la lecture, on pense du coup légitime à être sur ces lieux-là. Et puis aussi, dans le faire venir, il y a la participation des publics. Je voulais en parler parce que ça, je crois que ça n'a pas encore été abordé.
On laisse la porte ouverte à tout le monde. C'est des notions dont on parle beaucoup, qui vous sont peut-être pas étrangères, mais à chaque fois qu'on laisse un mur de la ludomédiathèque à une peintre amatrice pour exposer ses aquarelles du moment, elle fait venir son réseau. À chaque fois qu'un enfant vient animer une petite après-midi autour du jeu d'échecs parce qu'il s'est découvert une véritable passion pour les échecs, il amène la moitié de sa classe. Voilà, et ça s'enclenche comme ça. Donc ça, c'était le faire venir. Et puis, une fois qu'on a réussi à faire venir, il faut donner envie aux gens de revenir. Et ça, vous avez vu le lieu. Donc, une fois que les gens ont passé la porte, c'est pas très, très compliqué. Mais il faut bien les accueillir. On a une équipe extraordinaire pour qui le service public, l'accueil et la notion d'être au service des publics est vraiment importante. Donc ça joue énormément. Et puis il y a un projet, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que je viens de dire, en fait, c'est écrit déjà au départ. Il y a l'adhésion de tous. C'est rédigé par la directrice, mais c'est rédigé à la suite de réunions avec les élus, c'est rédigé à la suite de réunions avec les équipes. Et en fait, il y a une adhésion globale sur ce projet, notamment de l'équipe, et un peu tous les paradoxes qui ont été abordés tout à l'heure entre l'ordre et le désordre, on les retrouve, c'est du quotidien, hein, mais en fait, on arrive à dire, bah oui, mais c'est dans le projet, on le savait dès le départ que ce serait comme ça. On savait dès le départ que ce serait compliqué, que ce serait fatigant, qu'il faudrait sortir des murs, qu'il faudrait aller chercher les gens, qu'il faudrait bien les accueillir quand ils font trop de bruit, les ados, tout ça, bon. Voilà. Qu'on aurait des jouets mal rangés au milieu des livres bien rangés, voilà. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Je crois que M. Capron voulait parler un peu aussi de la communauté de communes et du coup des communes et comment les communes vivent cette attractivité, de l'exemple aussi de la bibliothèque. Vous avez pu voir que aussi une forme d'attractivité, c'est qu'on a effectivement une équipe qui est très très moteur et puis une directrice de la lecture publique qui est passionnée, donc ça aide beaucoup quand même. Alors c'est vrai que dans le cadre du rayonnement communautaire de la lecture publique, il faut que toutes les communes se sentent concernées par les équipements qui sont à sa disposition. Et donc nous travaillons avec toutes les écoles du territoire. Notamment, donc chaque classe peut venir à la médiathèque une fois par an en transport scolaire, en dehors de Étrépagny, Gisors, qui sont sur place. Et donc, ça représente un coût annuel de 5 000 €. Donc, nous mettons 5 000 € dans le déplacement de toutes les classes qui veulent venir. Et ça représente à peu près entre 20 et 30 classes qui peuvent, une fois par an, et qui viennent une fois par an à la médiathèque, découvrir la médiathèque, etc. Via aussi le Festival du Conte, hein, comme certaines communes. Et cette année, on a couplé ce Festival du Conte à une médiation culturelle avec une expo photo qui est très 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 haut de gamme dans le territoire rural, dans une petite commune de Martany, avec une expo photo en extérieur avec des photographes reporters internationaux. Et donc ils ont souhaité avoir plus de visibilité sur leur événement, qui est déjà bien reconnu par le département, par France Bleu, etc., avec des supports assez importants. Mais pour pouvoir les faire rayonner encore plus, on a décidé de coupler ce Festival du Conte avec cette manifestation, et on va faire une petite extension de cette expo dans différentes communes où aura lieu le Festival du Conte, avec partir en livre également sur toutes les communes de notre territoire. Donc, voilà. Bien. On va continuer le... Et puis après, on laissera du temps pour des questions. À la feuille, alors comment voyez-vous l'avenir immédiat? Parce que vous avez un démarrage, alors certes contrarié par la pandémie, hein, mais donc un redémarrage. Et comment vous voyez la suite? Alors, initialement, c'est vrai qu'avec la pandémie, l'ouverture aurait eu
aurait dû avoir lieu l'année dernière, en 2021. Bon, ça a pris du retard. Donc après, notre objectif premier, c'est de maintenir ces chiffres en adhésion, c'est-à-dire 260. En plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la bibliothèque est gratuite. Donc ça surprend les lecteurs lors de l'inscription parce qu'ils n'imaginent pas une bibliothèque gratuite. Donc ils sont même prêts à payer quelque chose pour participer à l'achat des livres. Mais j'ai dit non, c'est pas la peine. Donc vous, non, c'est gratuit pour tout le monde, que vous soyez de la Feuilly ou d'une autre commune. Donc à l'avenir, c'est des animations mises en place. J'ai des demandes d'animation pour les tout petits, pour les 0-3 ans. Un partenariat avec l'EHPAD, avec le collège, je voudrais bien aussi. Les écoles, c'est plus facile, les écoles primaires et maternelles, parce qu'ils sont demandeurs de leur côté, donc on répond à leurs attentes. Donc voilà, donc des animations. Cet été, j'ai une animation sur les abeilles qui va arriver. Donc voilà, donc c'est maintenir ces chiffres et essayer d'en faire plus, enfin voilà, faire du portage à domicile. Donc voilà, pour nous c'est tout neuf, ça fait que 2 mois et demi, donc c'est vrai qu'on on tâtonne, on cherche, on trouve des solutions. Voilà, on a fait une matinée compte. Après, est-ce que c'était le bon créneau? Est-ce que c'était bon? Voilà, on se cherche. Voilà, peut-être qu'en fin d'année, on aura trouvé des solutions. Pareil pour les horaires, on est ouvert 18 heures par semaine. Là, c'est pareil, c'est vraiment une expérience. Peut-être qu'en fin d'année, on modifiera parce qu'on s'aperçoit que le vendredi matin, il n'y a personne. Ou voilà, c'est vraiment c'est des expériences qu'on va maintenir, qu'on va modifier, qu'on va changer, voilà. Ça, c'est normal. Voilà, c'est exactement. On ne connaît pas notre public. Voilà. La moyenne d'âge des adhérents est de 47 ans. Voilà, donc je pensais qu'elle aurait été beaucoup plus jeune, et en fait, non, pas du tout. Donc voilà. Et la présence du collège, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hors commune. C'est très difficile, le collège. Oui. C'est très difficile d'entrer dans le collège. C'est pas évident. Ouais. Oui. Autant que l'EHPAD, l'école maternelle, primaire, il n'y a aucun problème. Mais le collège, il faut déjà mettre un pied dedans. Et voilà. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Voilà, il faut être tenace. Voilà. Je me permets de vous poser une question sur le fonctionnement de cette bibliothèque. Est-ce que vous avez des bénévoles à vos côtés? Oui, j'ai de la chance. Moi, je suis salariée. Je suis à 28 heures la semaine. Et j'ai 3 bénévoles régulièrement qui viennent m'aider, soit pour... là, j'ai pu partir en vacances pendant les vacances de Pâques. Donc, j'ai une bénévole qui a pris le relais, sans aucun problème. Merci. On revient à Ormesson. Merci. Alors, Madame Bedel disait, c'est vrai qu'on expérimente tout le temps, mais je crois que c'est le lot de tous les bibliothécaires. En tout cas, les usagers qui rentrent, en tout cas dans notre médiathèque, ils ressentent une philosophie particulière, un esprit d'équipe, le souci de bien accueillir, de bien renseigner, avec le sourire. L'attractivité, c'est aussi ça. C'est aussi avoir envie d'accueillir le public, tout simplement. C'est le travail quotidien d'une équipe. C'est d'abord l'équipe, composée de compétences, de savoirs et d'appétences différents. Parfois, on lance des services, ça ne marche pas. Alors nous, on avait lancé une grénothèque, ça n'a pas marché. Voilà. Je pense que c'était forcément lié au partenariat qui était assez fragile. Voilà, donc parfois on est obligé d'arrêter certaines actions. On n'a pas forcément les forces en présence. Et puis on les reprend différemment, on s'adapte, on réajuste. Alors les points que nous souhaitons travailler en équipe... alors là, l'équipe est en train d'être formée à l'intelligence collective sur le réseau. Donc savoir animer un groupe dans le but de concevoir un projet d'établissement.
Donc nous, notre projet d'établissement, il débute là, tout juste. On l'a pas encore... on le lance, voilà, en partenariat du contrat territoire lecture. Donc notre but, c'est ça. On souhaite également travailler sur un fonds de documents en direction du public empêché de lire. On a déjà un fonds facile à lire. On souhaite le développer donc en enrichissant le fonds de livres lus, de livres en direction des 10. Et on souhaite contractualiser avec une association de parents d'élèves qui s'appelle la PEI, avec qui nous organisons régulièrement des conférences sur les troubles des apprentissages. Donc le but, c'est de rendre plus visible ce fonds de ressources et de développer la médiation autour de ce fonds. Et puis bien sûr, renforcer nos partenariats existants et aller chercher des nouveaux partenariats. Ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher, comme disait Madame Lefebvre. Développer des actions permettant aux usagers également de s'investir. Et notre but, ça serait de mettre en place un biblio-remix dans le cadre du réaménagement de la salle de travail, c'est-à-dire travailler avec des usagers, un groupe d'usagers volontaires, pour réaménager cette salle de travail et en parallèle de l'espace musique et cinéma. Voilà. Et puis, on parlait des indicateurs de statistiques ce matin. On a un observatoire sur le Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc on a la chance d'avoir ce service-là et on aimerait affiner aussi nos indicateurs pour mieux connaître nos publics et surtout pour connaître ceux qui ne viennent pas en fait. Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Voilà, c'est toute la grande question. Et je terminerai là-dessus. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter du côté sur les perspectives et puis on va proposer à nos collègues de prendre la parole. Alors donc nos perspectives sur le territoire communautaire, 2 bibliothèques, Étrépagny dont vous avez vu les images, et une bibliothèque à Gisors, ville centrale de presque 12 000 habitants, avec un équipement vieillissant, obsolète, dans une vieille maison bourgeoise, étage, etc. Donc là, on a un projet de pôle culturel en plein cœur de ville, donc une médiathèque de 1200 mètres carrés, située entre un nouveau cinéma 3 salles et l'école de musique, avec la volonté de la spécialiser sur tout ce qui est son et image, puisqu'elle va être située entre le cinéma et l'école de musique, et en complémentarité de la ludomédiathèque d'Étrépagny. Donc voilà notre projet, et on a vraiment la volonté de voir les communes du territoire se développer au niveau du réseau de lecture publique. Et on a aujourd'hui une forte demande. On sent la demande, notamment avec de nouveaux élus et aussi grâce aux bienfaits du CTL. Et je pense que le CTL est vraiment un outil très puissant au développement de la lecture publique sur un territoire. J'ai une bénévole qui était animatrice en EHPAD. Donc voilà, forcément, ça peut aider. J'en ai une autre qui est une institutrice, donc elle qui se charge de raconter les histoires. Donc voilà, en fait, c'est des personnes qui se sont proposées pour être bénévoles. Et j'ai une autre bénévole qui va intervenir en septembre pour faire la lecture aux tout petits, aux 0-3 ans. Donc c'est des profils différents. Mais chaque profil apporte ses qualités et donc ça permet de faire avancer la bibliothèque. Voilà. Noté dans la bibliothèque du Vexin que vous aviez un cabinet médical à l'étage. C'était une volonté, c'était une stratégie d'attractivité? On est aussi, c'est bien que, faire venir des médecins, c'est un gros chantier politique dans nos territoires actuellement. Alors là, c'est moi qui prends la parole. Alors peut-être sur ce sujet-là, ça pourrait être Monsieur Capron, mais pour aller vite, je vais juste résumer. La stratégie de développement culturel du territoire, elle est affirmée aujourd'hui dans un but de développer l'attractivité du territoire. Moi, je suis bibliothécaire. Ce que j'entends de ce que les élus disent, c'est qu'il y a une volonté d'attractivité du territoire. Le message que je me dois de faire passer, et ça marche super bien, ça n'a pas été très difficile, ça a été de faire prendre conscience que la culture est un levier d'attractivité du territoire. Et la culture dans nos territoires ruraux,
en grande partie les bibliothèques et le réseau de lecture publique qui est en train de se développer. Donc il y a... voilà, c'est... je ne sais pas comment dire, mais faut... Enfin voilà, il y a tous ces chantiers-là qui sont en cours et il n'y aurait pas de volonté de développer la lecture publique s'il n'y avait pas un autre enjeu derrière pour le territoire. Ce n'est pas que pour la lecture. Monsieur Caffron. Donc effectivement, Géraldine a raison. Politiquement, nous sommes aux croisées des chemins entre l'Oise et Rouen. Nous sommes proches de la région parisienne, etc. Nous avons un vrai problème d'attractivité médicale, notamment. Et donc, on est en train de se servir. Mais effectivement, Géraldine a raison. Ce n'est pas uniquement la raison qui fait, c'est qu'on croit au développement de la lecture publique. Mais on se sert du travail qui a été fait, du beau travail qui a été fait. Le pôle culturel à Gisors ira aussi dans ce sens, avec un cinéma en plein centre-ville, avec cette école de musique et cette médiathèque. Et aussi notre patrimoine historique, avec un château fort qui est magnifique, avec une église qui pourrait être une cathédrale tellement elle est belle, et avec un arbre de GC assez exceptionnel. Donc on se sert de tout ça pour faire en sorte d'attirer de nouvelles personnes sur notre territoire, que ce soit des médecins mais autres. Et la lecture publique a toute sa place, et on s'appuie énormément sur le travail qui a été fait, le contrat de territoire lecture, la médiathèque des Trépanies, qui est aujourd'hui un très très bel équipement, et la future médiathèque qui doit alimenter tout ça. Excusez-moi, comment vous réglez la question de l'accessibilité, notamment dans les milieux ruraux, parce que c'est des questions qui se posent pour venir quand il n'y a pas les transports en commun, etc. Alors, on est, en tout cas, à Ormesson, périurbain, donc on a un problème d'attractivité au niveau des transports. Ça, c'est certain. On n'a pas de métro, on n'a pas de RER. On a en fait des navettes, en effet, qui circulent sur la ville et qui permettent aux usagers qui ne conduisent pas, qu'ils soient âgés ou jeunes, de venir se rendre à la médiathèque. Donc, il y a un arrêt médiathèque, en effet. Donc ça, c'est vrai que c'est assez positif sur la ville. Et ça permet justement des gens qui ne peuvent pas se déplacer de venir jusqu'à nous. Et bien sûr, le portage à domicile pour les personnes qui également ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons. Que ce soit parce qu'ils sont âgés, qu'ils ne conduisent pas, ou alors parce qu'ils sont en situation de handicap. Chez vous, on vient à pied à l'atelier ou... À pied, en vélo, en voiture, en trottinette, enfin voilà. Après, oui, c'est comme à Ormesson, c'est pareil, c'est le même problème. De toute façon, il n'y a pas de transport en commun à la Feuilly. Il y a quand même un service de taxi solidaire qui peut répondre à certaines demandes, mais c'est tout. Donc après, c'est la solution, c'est le portage à domicile, tout simplement. Donc toujours pas de transport. Après, le problème de la mobilité en milieu rural, c'est pas que le problème de la lecture publique, c'est le problème d'accès aux supermarchés, aux centres de soins, aux médecins, enfin à tous les équipements qui sont plutôt dans les villes. C'est l'argument numéro 1 des élus qui nous sollicitent en disant « je souhaite développer une bibliothèque dans ma commune pour des raisons de proximité et pour permettre à mes habitants, d'avoir accès à la lecture publique et enfin aux ouvrages. Aujourd'hui, on est donc les 4 bibliothèques municipales qui existent sur le territoire ont intégré le réseau et bénéficient de ce que disait Madame tout à l'heure, du SIGB commun, du catalogue commun, de la navette, de la carte unique. Enfin, tout ça, là, ça y est, ça marche chez nous, c'est mis en place depuis l'année dernière. Et puis, pour les questions de mobilité, vraiment, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à la bibliothèque, elles ne peuvent pas non plus se déplacer pour toute autre chose. Donc, c'est plus une question de politique globale qu'une politique de lecture publique, en fait. Voilà. Et puis, les habitants à la campagne, ils trouvent des solutions. Parce que sinon, ils ne font rien, ils ne mangent pas non plus. Donc, voilà. Alors, tous ne trouvent pas des solutions. Je ne suis pas au pays des bisounours, ce n'est pas un monde parfait. Mais il existe malgré tout des solutions. Et
voilà, les gens passent à la bibliothèque. Ceux qui veulent aller à la bibliothèque, ils viennent à la bibliothèque après avoir fait leurs courses. C'est aussi l'intérêt d'être ouvert beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. On a dit un petit peu du mal de l'Eure tout à l'heure. Je ne suis pas de l'Eure, mais je sais qu'il y a des navettes pour aller à la bibliothèque à Breteuil-sur-Iton pour faire circuler les jeunes et aller à la MJC qui est à côté de la médiathèque et se déplacer. Et puis, il y a aussi un mobibus pour les personnes âgées. Mais ça, c'est un autre volet. Moi, je serais très, très curieuse de savoir quelles options vous allez choisir pour ouvrir une bibliothèque, si j'ai bien compris, axée sur le son et l'image à l'heure d'aujourd'hui. Parce que si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse. Et pourquoi pas oui. Alors, on est aussi dans ce questionnement encore plus, puisque c'est l'axe qu'on a choisi. Par rapport au support, on n'a pas des ambitions démesurées. Vous disiez tout à l'heure comment vous arrivez à faire tout ce que vous faites avec... voilà. C'est aussi une partie de la réponse, c'est que tout n'est pas parfait. Hein. On a parlé d'attractivité. Je vous parle de l'attractivité qui fonctionne bien. Je ne vous dis pas que la gestion des collections est parfaite. En tout cas, pas pour des bibliothécaires au sens... voilà. Que la réflexion sur les fonds est parfaite, que la réflexion... Enfin, il y a des choses qui marchent bien, il y en a d'autres qui sont forcément laissées pour compte. On n'a pas tous 15 bras et on ne peut pas... voilà. Par rapport... on est relais de la médiathèque départementale. Les supports, on les a. Ils ne sont pas chez nous, mais on les a. L'option qu'on va choisir, c'est l'option de la médiation, et c'est de compléter l'équipe, parce que voilà, à Gisors, c'est 4 personnes aussi. Alors, on sait que là, pour le coup, quand j'entends, pareil, 1200 mètres carrés, une dizaine d'agents, c'est Grand Paris, mais quand même, ça fait rêver. Et c'est pas beaucoup. Merci, Sophie. Ce qu'on va développer, c'est les compétences qui aujourd'hui n'existent pas dans l'équipe, autour de l'image et du son, autour des gens qui vont être pointus en musique, des gens qui vont être pointus en cinéma. Et puis la question des supports, on fera ce qu'on fait depuis toujours, c'est qu'on évoluera en fonction des tendances. La force du territoire dans lequel je suis, c'est aussi qu'il n'est pas si grand que ça. Et on est suffisamment grand pour avoir des moyens, mais on est encore un peu petit pour avoir une réactivité et pour s'autoriser en fait les expérimentations. Voilà, donc on n'a pas prévu d'acheter des CD, on n'a pas prévu d'acheter des DVD. On achète des DVD à Étrépagny. Ça a déjà été au moment du projet en 2016-2017 très fortement discuté. On sait qu'il y a toujours des gens qui empruntent des DVD. Il y a encore un peu de gens qui empruntent des CD. Il y a d'autres sources d'accès à la musique. Et puis, on fera ce qu'on sait faire à Étrépagny, c'est que la médiation va l'emporter sur les collections, parce que je crois qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, évidemment qu'on aura des collections. Ce sera du dématérialisé, ce sera du support physique. On a prévu d'acheter des vinyles, parce qu'en ce moment, c'est un peu tendance. Il y a plein de bibliothèques qui se mettent à racheter des vinyles, à prêter l'appareil qui va avec. Enfin, voilà. Donc ça, on l'a inscrit dans le projet pour l'instant. La médiathèque sortira de terre fin 2024. On achètera les collections dans le milieu de l'année 2024. Et la volonté, c'est de développer des partenariats et de travailler en transversal, donc avec l'école de musique. On a la chance d'avoir un festival de court-métrage à Gisors qui est d'un très bon niveau, et c'est de faire travailler tous ces gens-là ensemble. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Après. Alors, il semble qu'on a dépassé de 1 minute le temps que j'avais... moi, j'avais juste... Pardon, Dominique. Moi, je voulais poser une question sur... Vous avez été plusieurs à parler du portage à domicile. Je voulais savoir ce que vous aviez mis en place comme solution.
Alors, répondre très vite. On répond juste à la demande, nous. Voilà. Si on a un appel, ma maman est souffrante, elle ne peut plus se déplacer du tout, on dit OK, on va lui amener des livres. Mais on n'a rien institutionnalisé. Alors nous, on a en fait lancé le portage à domicile suite à la réouverture de la médiathèque suite au confinement. Alors il faut savoir que le portage à domicile, c'est beaucoup d'énergie pour peu d'élus. Parce que sur Ormesson, c'est en gros une dizaine de bénéficiaires. C'est pas énorme. Mais c'est un service qui plaît aux bénéficiaires qui sont très fidèles. Alors, on a un partenariat avec le CCAS de la commune. Et donc, on fait du hors-les-murs au CCAS pour faire connaître ce service. Donc, tout simplement, on prend notre caddie avec nos documents, on va au CCAS sur les temps de repas et on discute avec les seniors. On fait la promotion de notre service, on prend des contacts et puis ensuite on leur propose le portage. Parfois ça fonctionne, parfois moins, mais en tout cas ils sont contents de nous voir arriver en hors les murs et puis on fait du prêt aussi sur place. Voilà, donc on essaye de faire cette promotion par ce biais-là. Et puis bon, bien sûr, on a la com, les flyers sur les guichets uniques, sur le guichet unique et tout ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour peu d'élus, mais c'est un beau service. Voilà. Nous, à la Feuilly, c'est à l'étude. Est-ce que ça sera à la demande? Est-ce que ça sera un rendez-vous mensuel? On ne sait pas trop encore, on verra. On va mener notre enquête, essayer de faire un sondage, voir qu'est-ce qui pourrait le mieux fonctionner. Et après, on va réfléchir à une solution. Voilà. Je dirais qu'il n'est pas choquant de mettre plus de moyens en proportion pour certains publics que d'autres, parce qu'on les a définis et que ça fait partie, et que en tant qu'objectif politique, de politique publique. Voilà, donc ça n'a rien de choquant. Sinon. Alors, peut-être que le moment est venu de nous souhaiter à tous bon appétit. Merci. Et à tout à l'heure. Merci à tous. Juste une petite précision pratique. Donc, on vous donne rendez-vous à 14h pour les ateliers cet après-midi. Les ateliers 1 et 2 ont lieu à la médiathèque départementale. L'atelier 1 a lieu dans cette salle. Je ne me trompe pas, c'est ça. L'atelier 2 dans la grande salle de formation à l'étage. Et l'atelier 3, qui est donc en visio, a lieu à l'UTAS dans un local qui se situe à 10 minutes d'ici. Donc ce qu'on vous propose, c'est pour ceux qui déjeunent au self, de partir à 13h45. On peut partir tous ensemble pour ceux qui sont à l'atelier 3. Sinon, on vous retrouve directement à l'UTAS à 14h.